Alors, Ségolène Navette Marchal, tu es coordinatrice de la Maison de la Semence Paysanne chez Agrobio Périgord, à Coursac, à côté de Périgueux. Et Joël Bourderiou, tu es chargée de mission bio et territoire à Châlons-en-Champagne dans l'association régionale Bio en Grand Est. Et donc vous avez été en charge avec Christophe de travailler sur cet état des lieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout d'abord, pour resituer un petit peu la mission et nos rôles respectifs, la FNAM nous a demandé, en fonction des compétences des GAB sur le terrain, de faire un état des lieux, à la fois des connaissances sur l'agriculture bio et biodiversité à travers une revue de littérature dont je me suis chargée, et puis un état des lieux de ce qui se fait déjà au sein du réseau FNAB et de ses partenaires. Donc, voilà. Donc moi, je me suis chargée de l'état des lieux des projets en fonctionnant par questionnaire, et puis ensuite des entretiens téléphoniques auprès des animateurs ou des paysans qui menaient des actions sur place. Ces projets sont un peu, ce qui est des projets locaux, c'est un peu présenté dans le guide, mais ce sera plus élaboré au travers de fiches expérience, que vous pourrez retrouver un peu plus tard. Donc moi j'ai été chargé de la partie état des lieux des actions et projets qui lient agriculture et biodiversité, qui ont été mis en œuvre par des collectivités. Et la méthodologie a consisté à déjà faire de la bibliographie, de voir sur internet les collectivités qui mettaient en avant cela, ou de se référer au site par exemple sur la trame verte et bleue. On a également fait circuler un questionnaire à notre réseau FNAB, qui l'a diffusé aux collectivités avec lesquelles il travaillait. Et enfin, on a contacté toute une série de structures, d'acteurs plutôt nationaux, comme l'LBO national, le Conservatoire d'espaces naturels, enfin la Fédération de conservatoires d'espaces naturels. C'est un exemple. On a contacté peut-être une bonne vingtaine de structures comme ça nationales pour avoir leur retour là-dessus, est-ce qu'elles travaillaient sur le sujet et quelles collectivités on pouvait peut-être contacter. Alors qu'est-ce qui vous a frappé le plus de cette partie d'identification et de prise de contact avec les acteurs? Moi de mon côté, ce qui m'a marqué, c'est que lorsqu'on demande aux GAB s'ils mènent des actions sur la biodiversité, très souvent la première réponse c'est non, pas spécifiquement. Et donc en fait, il faut un peu creuser en disant mais est-ce que vous mèneriez pas des actions sur la réflexion sur les alternatives aux pesticides naturels? Ah mais si, ça évidemment on le fait. Est-ce que vous ne mèneriez pas des actions sur la diminution du travail du sol? Ah bah si, évidemment, ça, on a un chargé de mission agronomique qui fait ça. Donc en fait, il y a encore vraiment une segmentation, c'est-à-dire que c'est une préoccupation au quotidien des acteurs du territoire, mais il y a encore vraiment une segmentation entre ce qui relève du domaine agricole et ce qui relève de l'environnement. Et en fait, les actions ne sont pas forcément fléchées biodiversité, alors qu'en fait, concrètement, elles existent et elles rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Et alors, est-ce que, voilà, on peut un peu s'interroger sur pourquoi c'est pas encore identifié, c'est pas encore la porte d'entrée, alors que tout est là. Est-ce que c'est parce que les financements sont pas orientés de telle ou telle façon, une séparation entre agriculture et environnement dont Guillaume a eu parlé tout à l'heure, voilà, le fait qu'il n'y a pas toujours de collaboration entre les deux, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas c'était vraiment marquant sur le terrain. Joël, un complément? Moi, ce qui m'a marqué dans l'état des lieux collectivité, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de collectivités qui s'étaient emparées vraiment du sujet de la biodiversité, qui étaient vraiment sensibilisées à ça et qui travaillaient dessus, mais que malgré tout, parmi en tout cas les quelques dizaines de collectivités qu'on a identifiées, c'est qu'elles faisaient des actions vraiment très intéressantes qui résultaient et mobilisaient déjà tout un tas de compétences ou dispositifs des politiques publiques de manière vraiment bien articulée et bien intéressante.
Et alors le travail, il vous a conduit à définir 4 thèmes, c'est ça? Et vous proposiez de nous montrer des illustrations concrètes de ce que vous avez appris, de ce qui se pratique dans des initiatives qui croisent agriculture bio et diversité et biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces 4 thèmes juste avant qu'on enchaîne sur les exemples? Oui, alors 4 thèmes qui sont les suivants. Il y a le thème de la gestion de l'espace, qui lui sera plutôt abordé lors de la table ronde par la communauté de communes Océan et Marais de Mont. On a la thématique de l'aménagement de l'espace, avec derrière on met tout ce qui est trame verte et bleue. Ensuite, on a la thématique de la préservation des espèces, donc en référence aux plans nationaux d'action. Donc là, on va être sur la préservation des plantes mycicoles, la biodiversité sauvage. Et le 4e thème qui va être sur la biodiversité cultivée, sur les semences. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette premier thème, trame verte et bleue? Sur le premier thème de la trame verte et bleue, en fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que Bio en Grand Est a voulu vraiment s'appuyer sur les pratiques vertueuses des agriculteurs bio pour développer la biodiversité au travers des continuités écologiques. Et revenir un peu sur cette dichotomie qu'on trouve entre justement les milieux agricoles qui seraient cultivés, artificialisés en quelque sorte, et d'autre part les milieux sauvages qui seraient des refuges de biodiversité. Donc pour un peu lutter contre cette séparation qu'on fait, Bio en Grand Est a mené ce projet et a voulu tester une manière d'impliquer les agriculteurs qui ne soit pas par la contrainte, mais plutôt par un engagement volontaire des paysans à aller vers plus de biodiversité sur leur ferme. Donc comment ça s'est passé? Donc Bio en Grand Est a répondu à l'AMI TVB de Trame verte et bleue de la région Grand Est. Donc appel à manifestation d'intérêt sur la trame verte et bleue. Et puis voilà, donc la première étape de ce projet, c'était d'abord que les agriculteurs connaissent la biodiversité qui existe sur leur ferme, et donc de faire un diagnostic. Donc en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux Alsace et celle de Champagne-Ardenne et l'Afredon et le parc naturel régional des Vallons des Vosges, un diagnostic biodiversité a été fait sur 20 fermes donc, qui ont constitué un réseau de 20 fermes pilotes appelé ferme biodiversité. Ces diagnostics, vous en voyez un exemple là en image, a résulté, donné lieu à des recommandations sur des fiches parcelles. Donc là, vous pouvez avoir un exemple. Une recommandation, ça peut être la création d'une mare d'une surface de 100 m² en pente douce, avec une profondeur d'1,50 m, à proximité d'un cours d'eau. Vous voyez que la recommandation, elle est vraiment en lien avec ce qui existe déjà, qui est le cours d'eau, et donc s'inscrit vraiment dans cette continuité écologique. Une autre recommandation, c'est la plantation d'arbres isolés, donc 6 arbres en renouvellement, avec des essences sauvages, donc en lien avec le label végétal local. Donc on voit bien cette notion vraiment de s'intégrer dans des continuités écologiques existantes. Ensuite, à partir de ces recommandations, l'agriculteur fait un choix en fonction de ses contraintes de financement, de temps, de ce qu'il a envie de mettre en place sur sa ferme. Et donc, il va choisir de suivre l'une ou l'autre de ces recommandations. On peut prendre l'exemple de la ferme de Céline Deschaux, pour qui c'était important de remettre une haie pour éviter les contaminations croisées avec des parcelles voisines. Donc là, voilà, elle a pris en compte les contraintes de sa ferme et s'est dit, cette recommandation-là, je vais la suivre. Et d'implanter des arbres isolés parce qu'elle a des ravageurs, des campagnols sur sa ferme, et que en fait, ces arbres isolés permettent aux busards de chasser, en fait, leur font des points relais. Donc elle a choisi ces recommandations-là. Et enfin, dernière étape, il y a des chantiers collectifs qui ont été mis en œuvre pour réaliser les aménagements, afin que il n'y ait pas un blocage en termes de temps, et puis aussi pour créer du lien social autour de la biodiversité. Donc en fait, les citoyens, les voisins, tout le monde était appelé à se réunir pour aller planter la haie. Donc c'est le travail que vous voyez qui est en train de se faire là sur la deuxième photo. Et ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il y a 15% du budget qui est dédié au financement de ces aménagements pour que la contrainte financière ne
pèse pas trop, et en fait qu'on n'en reste pas à l'état des recommandations, mais pour pouvoir poursuivre. Et dans ce chantier collectif, par exemple, dans cette initiative, c'est quoi la place de la collectivité, de la commune, de l'interco du coin, ça accroche comment, cette affaire? Alors en fait, les communes et intercommunalités qui abritent sur leur territoire ces fermes biodiversité, elles ont été contactées et invitées en réunion par la LPO et Bio en Grand Est. C'était une occasion pour ces deux associations de les sensibiliser, d'essayer de les faire participer à ce travail qui était en cours, et également d'essayer de faire prendre une dynamique de préservation de la biodiversité et de transition agricole. Alors, comment ont-elles réagi? Quasi toutes les collectivités contactées ont répondu présent, ont accepté volontiers de participer à ces réunions, curieuses de ce qui se passait sur leur territoire sur un tel sujet reconnu important. En outre, il a été remarqué, observé lors des réunions, un intérêt certain de la part des interlocuteurs, et particulièrement d'une collectivité qui était en train de mettre en place un plan local d'urbanisme intercommunal qui se doit de considérer la trame verte et bleue. Ensuite, on peut se poser la question de nous, enfin, le réseau Bio en Grand Est, qu'est-ce qu'il a observé et appris de ces réunions? Alors, premièrement, que les collectivités communes ou communautés de communes, même rurales, sans surprise, travaillent peu sur le sujet de l'agriculture. Il y a même une des collectivités qui se résignait à l'idée de cela. Ensuite, les politiques publiques de préservation de la biodiversité étaient relativement méconnues. Et les personnes qui étaient... en fait, leur action en la matière était assez restreinte. Parfois, ils se limitaient à l'application de la loi sur le zéro phyto sur l'espace public. Les personnes avec lesquelles il y a eu un échange ont fait part qu'elles avaient quand même une certaine difficulté à suivre tous les sujets qui s'imposaient à elles, notamment des nouveaux sujets comme biodiversité et climat, qui pour autant elles reconnaissaient, disaient clairement, pouvaient constituer la colonne vertébrale de leur action publique à l'avenir. Et bref, elles se sentaient, elles nous disaient être un peu démunies et pas assez accompagnées sur le sujet. Alors maintenant, on a aussi entendu de leur part qu'il y aurait un travail de sensibilisation à poursuivre par rapport à cette réunion, d'accentuer ça, parce qu'elles avaient un besoin de sensibiliser l'ensemble des élus de la collectivité pour agir, parce que il y a parmi les élus des collectivités, certains ne sont pas intéressés par le sujet, et donc la première phase est de les sensibiliser pour ensuite agir. Et ensuite, un autre besoin qu'on a identifié, c'est le besoin d'être accompagné plus globalement, hormis la phase de sensibilisation. Un accompagnement très fort de notre part est demandé, en tout cas on l'a senti, de manière à aller jusqu'à pallier le manque de temps qu'elles avaient pour travailler sur le sujet. Donc un besoin d'ingénierie qui est celui d'ailleurs qu'on remarque dans l'urbanisme, la même nature de demande. Et tu m'as parlé de Champignol. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cet exemple-là, où justement là il y a un élu qui n'est pas incité mais qui a des choses à raconter sur ce sujet? On peut mettre la diapositive suivante non, celle d'avant. Du coup c'est la commune de Champignol. Donc effectivement, en région Grand Est, il y a d'autres collectivités qui sont plus avancées sur le sujet. Et en l'occurrence, là je vais vous parler de Champignol-les-Mondeville, qui est une commune auboise, dont le maire et le conseil municipal ont pris conscience de la biodiversité de leur territoire déjà depuis quelques années, dans le cadre de la mise en place de la construction d'un lotissement situé pas n'importe où. Un lotissement situé en zone Natura 2000. De ce fait, la mairie a été obligée de mettre en place, de réaliser ce que l'on appelle une évaluation d'incidence Natura 2000 et d'appliquer des mesures de compensation écologique. Pour cela, elle s'est fait accompagner par la LPO et le Conservatoire d'espaces naturels qui ont su faire découvrir aux élus la biodiversité de leur territoire et son intérêt. Du coup, sensibiliser ces élus, quelque temps après, ils ont sollicité une nouvelle fois la LPO pour réaliser
un diagnostic écologique d'envergure communale. La mairie a versé 1 000 € à l'LPO et la LPO est allée chercher un financement complémentaire auprès de l'Adréane. Ce diagnostic écologique, il a abouti à des préconisations, dont à la mise en place d'un programme de plantation de haies, d'un projet de plantation de haies, qui a été retenu par le fameux appel à projet Trame verte et bleue de la région Grand Est, le même que cité précédemment. Donc à l'échelle du territoire de la commune, alors que le point de départ, c'est plus une zone d'aménagement. Voilà. On part d'un projet d'aménagement et on aboutit à un programme de plantation de haies sur toute la commune. Donc, du coup, on passe par tout ça, ça naît de la réglementation qui oblige à réaliser une évaluation d'incidence. Donc le projet, en l'occurrence, il a été pris en charge à 100% par les financeurs, par dérogation au vu du projet et de la collectivité. Donc la LPO et le maire, très motivés, ont mis en œuvre ce projet en organisant réunions publiques à destination de tous les acteurs agissant sur le territoire, et également de nombreux appels téléphoniques pour compléter. Et au final, au bout d'un an, c'est 4 km de haies qui ont été plantés et plus de 80 arbres fruitiers. Ça a concerné notamment un agriculteur. Il n'en a rien coûté pour les bénéficiaires et le coût d'entretien des haies sera pris en charge par la commune, tandis que la LPO va suivre l'évolution de ces haies. Depuis, de nouvelles personnes, dont des viticulteurs, sont venus solliciter des aménagements. Donc, il y a eu une nouvelle réponse à l'appel à projet. Et il y a également des communes environnantes, et même de toute la Champagne-Ardenne, qui sont venues s'inspirer du travail. On voit finalement que l'entrée biodiversité, ça donne un appui et un relais très intéressant sur l'aménagement de l'espace, en quelque sorte. Alors, thème numéro 2, les plantes messicoles. La deuxième problématique qu'on voulait vous présenter, c'est celle de la lutte contre la simplification des milieux qui est liée aux pratiques agricoles intensives. C'est ce qu'on observe notamment en grande culture, où voilà, donc on a des champs monospécifiques à perte de vue, et donc ce qui nuisent à la biodiversité. Des parcelles de grande taille, des labours profonds, des engrais, des pesticides chimiques de synthèse. Tout ça empêche la profusion des plantes, des insectes et des oiseaux. Et donc pour lutter contre ça, il y a donc Bio en PACA a voulu redonner leur place aux plantes messicoles. Les plantes messicoles, qu'est-ce que c'est? Vous en avez un exemple ici, ce sont des plantes qu'on appelle compagnes des moissons. Donc, en fait, elles accompagnent vraiment les céréales d'hiver. Elles ont presque disparu. Le Conservatoire botanique national en a répertorié 81 en PACA, dont 16 sont menacées d'extinction. En fait, elles sont peu concurrentielles des céréales d'hiver et elles favorisent les insectes auxiliaires et les oiseaux, en fournissant du pollen, du nectar, des insectes, des graines, et donc des insectes aux oiseaux. Elles bénéficient de pratiques qui sont peu gourmandes en engrais et en pesticides, puisqu'elles aiment des sols peu riches, donc il faut peu de fertilisation azotée. Un labour superficiel d'automne permet leur germination, et l'utilisation de semences paysannes permet en fait qu'elles se ressèment aussi d'année en année en accompagnant les semences. Quelques exemples. Donc là, vous avez un exemple de miroir de Vénus, à côté un champ avec des adonis d'automne. Donc vous voyez, c'est des plantes qu'on a un peu perdues de vue dans les champs de céréales et qui pourtant en fait accompagnent aussi notre imaginaire culturel. Donc, les chants les peintures de Monet. Voilà, on a vraiment dans notre histoire aussi en fait. Ces plantes-là sont importantes et elles ont presque disparu. Donc en 2012, un plan national d'action a été lancé et Bio de PACA s'est impliqué dans ce plan national d'action. En 2013, en partenariat avec le Conservatoire botanique alpin et le CPIE Alpes de Provence. Le premier axe de travail, c'était l'expérimentation pour en fait caractériser les systèmes de production qui sont favorables aux plantes messicoles et un peu créer de la connaissance sur ce qui favorise leur implantation dans les champs.
sur leur rôle fonctionnel aussi, notamment pour les insectes pollinisateurs, et aussi sur leur perception par la profession, puisqu'il y avait quand même pas mal de craintes. Donc ces expérimentations-là ont été menées par une vingtaine d'agriculteurs en PACA. Le deuxième axe, ensuite, c'était de sensibiliser, justement pour désamorcer les craintes des professionnels. Et donc depuis 2012, il y a des semis qui sont faits chez 3 agriculteurs conventionnels, donc pour voilà, leur montrer en fait, l'impact que peut avoir un semis de plantes messicoles en bordure de leur champ. Et voilà, montrer qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça. Cette sensibilisation passe aussi par un partenariat avec les lycées agricoles. De la même façon, pour créer de la connaissance, et donc établir une densité à partir de laquelle il n'y a pas en dessous de laquelle il n'y a pas de concurrence, et former aussi les jeunes générations d'agriculteurs et d'horticulteurs à ces pratiques agroécologiques. En fait, les plantes messicoles apparaissent vraiment comme un outil pour aborder une multitude de thèmes de l'agroécologie, que ce soit voilà, les pratiques peu intensives en engrais, pesticides de synthèse, que ce soit les insectes auxiliaires, enfin vraiment il y a une multitude de thèmes qu'on peut aborder à partir de ça. Et le troisième thème qui était important d'aborder dans ce projet, c'était celui de la valorisation économique et du développement d'une filière donc pour les plantes messicoles, puisque en fait les plantes messicoles sauvages sont concurrencées par les plantes développées par l'horticulture qui ont un pollen agressif, et en fait il y a une pollution génétique qui se fait, et donc pour éviter cela, et bien, il faut pouvoir mettre à disposition des particuliers, des espaces verts, des semences qui soient certifiées vraies messicoles, et donc qui ne soient pas des variétés sélectionnées pour l'horticulture. Donc c'est important que tous les acteurs contribuent à cela, puisque du coup si les espaces verts se mettent à semer des messicoles qui sont issus de variétés horticoles, ça vient polluer les champs des agriculteurs, et donc en fait on perd cette dynamique territoriale. Je laisse Joël parler de cette dynamique territoriale. Oui, en PACA, on a un exemple de collectivité qui participe à la préservation de ces plantes messicoles. C'est la commune de Fort-Calquier, dont l'adjoint au maire en charge des espaces verts, au début de sa mandature, a décidé de mener sa compétence autrement. Pour lui, la logique d'ornementation avec des parterres de fleurs et des suspensions semées avec des graines issues de sélection horticole nationale, produisant des graines parfois stériles, avec des plantes qui nécessitent arrosage et parfois traitement phytosanitaire, pour lui ça donnait une fausse image de la nature. Il a voulu faire autrement, et ils ont commencé avec son service Espace Vert par déjà moins tondre, pour laisser s'exprimer la biodiversité, puis par moins arroser, ce qui amène à moins tondre et à faire des économies à la fois d'eau et de carburant. Ensuite, ils se sont rapprochés à la fois d'Agribio 04, membre de Bio en PACA, mais également du Conservatoire de Botanique Alpin. Le conservatoire, en fait, ils se sont rapprochés d'eux parce que l'étape suivante pour le service Espace Vert, c'était planter pourquoi pas planter des messicoles accompagnés de céréales anciennes. Donc, le Conservatoire de Botanique Alpin a fourni des graines messicoles à la mairie, et Agribio 04 a fourni les céréales anciennes et a accompagné le service Espace Vert à apprendre à travailler le sol, à semer et à récolter. Au final, le service Espace Vert se met à travailler de manière à faire du travail agricole, et pour l'adjoint au maire, c'est vraiment important pour lui d'avoir fait cette transition, y compris pour le métier des personnes qui sont dans les espaces verts, parce qu'il estime que ça donne plus d'intérêt à ce métier, le fait de travailler avec le vivant, plutôt qu'il disait être agent d'entretien des espaces verts. Donc, il nous a fait part, lors des entretiens, qu'il était important de tenir au courant la population de ce travail, de ce qui était fait, de montrer que les choses étaient maîtrisées, de donner du sens, qu'il y avait toujours des personnes, des citoyens qui étaient insatisfaits, mais qu'il y en avait finalement beaucoup aussi qui se mettaient à reproduire dans leur propre jardin.
Donc en conclusion, on peut voir que les mycicoles ont un intérêt, et les céréales anciennes ont un intérêt à la fois en milieu agricole et non agricole, que des agriculteurs peuvent aider des collectivités à gérer durablement leur espace vert et à interpeller le citoyen. Et on en aura l'écho tout à l'heure avec la description aussi des paiements pour services environnementaux. Alors rapidement, le dernier thème que vous souhaitiez aborder, la question du patrimoine, des semences. Donc c'est un troisième axe important de croisement de l'agriculture bio et de la biodiversité, c'est finalement la biodiversité de nos semences. Voilà, après la biodiversité des plantes sauvages, il nous paraissait aussi important de parler de la biodiversité des cultivés, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a 75% de la biodiversité cultivée qui a été perdue, remplacée par des hybrides standardisés, adaptés à des pratiques intensives en engrais et en pesticides de synthèse. Et du coup, la reconquête en fait, de l'autonomie semencière est apparue finalement assez récemment. Notamment dans les années 2000 pour ce qui concerne le maïs, plante phare de l'intensification agricole. Dans les années 2000, il y a eu des craintes de contamination aux OGM et donc des agriculteurs bio qui depuis un certain temps se disaient aussi que finalement les variétés qu'on leur proposait dans les catalogues étaient peu adaptées à leurs pratiques peu intensives en entrant, très chères. ont pris conscience de l'importance de garder cette autonomie, enfin de se ressaisir de cette autonomie semencière. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en Aquitaine, un groupe de producteurs s'est mis à rechercher en fait des variétés anciennes, que ce soit en Amérique latine, puisqu'il y avait encore du coup, des variétés paysannes là-bas, ou au fond des greniers, des agriculteurs retraités qui avaient gardé des lots anciens. Et donc c'est comme ça qu'est né le programme, donc d'abord l'Aquitaine cultive la biodiversité, puis cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, sur le maïs. Cette initiative est portée par 6 collectifs paysans, donc AgroBio-Périgord qui fait la coordination de ce programme, CBD Poitou-Charentes, le CETAB, l'ALPAD, donc le CETAB dans Lot-et-Garonne, l'ALPAD dans les Landes, Blé au Pays Basque et Mille et une Semences Limousin. Donc tous ces collectifs de paysans se retrouvent autour de la préservation de la biodiversité cultivée. Le premier axe important, c'est d'abord donc de retrouver les variétés paysannes, comme on l'a dit, mais aussi les savoir-faire qui sont associés, puisque tout ça a été balayé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par des voyages ailleurs, mais aussi en refaisant groupe, par le bouche à oreille, de retrouver des variétés anciennes. Il a fallu aussi recréer des savoirs, parce que ceci avait été perdu, et ça passe par l'expérimentation. Ce qui a été mené dans ces collectifs, c'est de la recherche participative qui permet d'expérimenter dans les champs, de s'appuyer sur le savoir paysan, en lien avec des scientifiques, donc les quelques scientifiques de l'UNRWA qui s'intéressaient à ces sujets, qui se comptent sur les doigts de la main, de créer des protocoles de recherche vraiment adaptés sur les fermes. Donc il y a des programmes régionaux, nationaux et européens, des cases d'art notamment, des programmes européens d'innovation sur ces thématiques, pour accompagner notamment la sélection. Donc la sélection paysanne. Vous avez un exemple, toute la diversité des maïs qui peut exister, et qui est bien loin du maïs jaune standardisé qu'on connaît. À côté, la sélection par le goût. Donc il y a une méthode de sélection paysanne pour la courge de Hongrie. Pardon, j'ai oublié de vous préciser qu'à partir du maïs, après ça s'est étendu à plein d'autres choses. Bon, le blé, c'était des choses qui s'étaient jamais vraiment perdues, mais sur les potagères et sur les fourragères aussi, des programmes ont émergé. Donc là, sur la sélection par le goût de la courge de Hongrie, ça fait vraiment aussi le lien avec la reconquête de l'alimentation et de l'importance de proposer des produits qui soient pas standardisés, qui ont un goût différent, qui ont des qualités nutritives différentes, et de se réapproprier à la fois la semence, mais aussi l'alimentation. Et ça fait vraiment le lien aussi avec cette manière de préserver la biodiversité cultivée qui passe par la valorisation des produits qui en sont issus.
puisque ils n'ont pas l'avantage compétitif qu'ont les hybrides en termes de rendement, mais par contre ils ont beaucoup d'autres avantages, donc en termes de goût, de couleur, et donc ce programme Cultivons la biodiversité appuie vraiment sur le développement de filières territorialisées pour fournir des produits de qualité aux consommateurs. Le lien se fait avec les cantines scolaires dans le cadre de programmes alimentaires des territoires, par la sensibilisation des consommateurs. Il y a même une marque qui a été déposée au Pays Basque, donc vous voyez le logo, qui s'appelle Artogoria, et qui permet de fournir des restaurants de chefs étoilés à Paris, et marque vraiment cette reconquête d'un produit qui était le produit phare de l'agriculture intensive, et finalement en fait, de le reconquérir pour l'agriculture paysanne et de proposer des produits de qualité. Et alors, les collectivités dans cette affaire, elles jouent quel rôle? Elles sont intéressées, pas intéressées? C'est de la dynamique purement d'agriculteurs ou de passionnés, ou est-ce qu'il y a un peu d'élus là-dedans? Il y en a. Donc, je vais vous parler, moi, du CRBA. C'est le Centre de ressources de botanique appliquée. C'est une structure qui se trouve du côté de Lyon, qui travaille en partenariat avec la métropole de Lyon, avec la commune de Charly, et également avec une banque de semences en Russie qui s'appelle l'Institut Vavilov. Donc le CRBA, il a créé ce qu'on appelle un conservatoire de semences en réseau, un conservatoire de semences participatif, qui est composé de semences de fleurs, de fruits, de légumes, de céréales. Parmi ces semences, on trouve des semences locales, sélectionnées localement au XIXe siècle. Au niveau de Lyon, il y avait un gros bassin de production de semences, de création de semences, mais des semences qui ont été perdues et qui ont été retrouvées pour beaucoup à l'étranger, dont à l'Institut Vavilov. Ensuite, on trouve également des semences de l'international. Donc pour le CRBA, il s'agit là-dedans, dans ce travail, de préserver un patrimoine génétique, une biodiversité cultivée qui est à ce jour assez affaiblie. En outre, le CRBA, il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé de mener un projet d'adaptation au changement climatique de ces semences. Il s'agit pour le CRBA de s'appuyer sur cette richesse génétique, sur cette biodiversité cultivée, pour aboutir à des plantes de demain qui seront résistantes à la sécheresse, qui sont résistantes aux excès d'humidité, qui pourront être cultivables sans intrants et qui fourniront des produits de bonne qualité nutritive. L'idée, c'est de fournir l'alimentation bio et locale de demain dans ce territoire de Lyon. Et c'est cela que la métropole soutient par son service écologie, qui est lié à agriculture et biodiversité, mais également que la commune de Charly soutient en mettant à disposition un domaine historique qu'on appelle la ferme de Melchior. En outre, le CRBA va chercher des financements complémentaires à ça, de ses propres fonds, et fait appel à un financement participatif. Donc là, on voit une très grosse collectivité qui est engagée dans cette préservation. Et puis, il y a le rôle des collectivités sur les semences paysannes, c'est les programmes alimentaires territoriaux, c'est ça? Est-ce que vous pouvez juste en dire deux mots pour qu'on voit la connexion, en fait? Donc là, c'est, je pense au PNR Périgord-Limousin, qui, dans le cadre de son programme alimentaire territorial, intègre en fait dans les cantines du maïs paysan. Donc il y a eu de la sensibilisation qui a été faite en partenariat avec un collectif de cuisiniers, un collectif national de cuisiniers qui travaille avec la FNAB, qui est le collectif Les Pieds dans le Plat, qui fait de la sensibilisation auprès des cantines scolaires, donc pour introduire ce maïs paysan qui est non raffiné, donc par rapport à donc un produit finalement industriel qui a perdu certaines qualités nutritives. Là, en fait, on les incite à cuisiner. Alors, ça demande un peu plus de préparation, donc de l'accompagnement, de la formation des cuisiniers, mais ça permet de proposer un produit fait localement, transformé par un agriculteur et qui a des qualités nutritives plus intéressantes pour les élèves. Donc voilà, il y a des animations qui sont faites dans les cantines scolaires sur le territoire du parc naturel régional.
Vous avez pu voir à peu près quelle est la dynamique de ces PAT à l'échelle nationale. Ça marche, ça se développe. Vous en avez une idée à peu près de à quel point ça fait les collectivités ont envie de s'engager dans des dispositifs comme ça? Des PAT, ils s'en développent un peu partout en France. Oui, il y a peut-être des personnes encore mieux disposées pour répondre avec un regard national, notamment peut-être le ministère de l'Agriculture, mais ça se développe un peu partout. Après, avec forcément la partie, ça considère, c'est l'agriculture de qualité, l'agriculture de proximité, donc on considère l'agriculture biologique. Maintenant, sur l'exemple des semences paysannes, ça je pense que c'est assez innovant. Alors, est-ce que vous avez une ou deux questions avant que nous accueillions Vincent Bretagnol, qui est un peu en retard, concernant cette étude, ces explorations, des remarques, si vous y avez contribué ou... Madame Lee. Alors, collez le micro. Il n'est pas allumé, peut-être. Il faut peut-être l'allumer. Si, ça marche, c'est bon. Question sur les semences paysannes. Quel est le cadre législatif? Parce qu'on a l'impression que c'est compliqué aujourd'hui de retrouver légalement, je dirais, une circulation des semences paysannes. Alors, comment vous avez travaillé dans le cadre juridique législatif? Alors, la diffusion des semences paysannes est autorisée dans le cadre de l'entraide agricole et de l'expérimentation. Donc, nous, on se situe dans ce cadre-là de l'expérimentation, parce que nous-mêmes, en tant que structure, on n'est pas paysans nous-mêmes. Disons qu'on a créé, comme on a créé une maison de la semence paysanne, on a des conventions d'expérimentation avec les agriculteurs. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont autonomes, chaque agriculteur peut ressemer ses variétés librement et devenir autonome. Ensuite, ils peuvent échanger aussi dans le cadre de l'entraide agricole. Donc la législation est un peu complexe effectivement sur ces thématiques-là, mais il y a clairement des possibilités de développer cela. Et donc ces expérimentations, on les fait, le programme a vraiment essaimé partout en France, à partir de l'Aquitaine. Ensuite, il y a des collectifs paysans qui se sont montés un peu partout et qui ensuite diffusent des semences paysannes à partir d'un noyau. Et voilà, il y a de la place en tout cas pour diffuser. Oui, bonjour. Oui, Gilles Desmarres, donc ville de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. Une deuxième réponse à cette question et une question ensuite. Oui, au niveau des variétés cultivées, les solutions législatives se sont améliorées très récemment, depuis quelques années, pour pouvoir soit en bénéficier, soit en acheter auprès de plus en plus de semenciers bio, notamment. Et sinon, je pourrais en parler ensuite, parce que je travaille pas mal sur ces questions, pas seulement avec le CRPA, mais avec les centres de ressources biologiques en France. Mais également, j'ai une question concernant, alors très concrète, sur l'intérêt d'acheter ou de planter des arbres fruitiers ou des arbres au lieu de perchoirs à rapaces dans les champs. Avantage, inconvénient des deux. Parce que on a pas mal on est vraiment dans cette dynamique. Donc on plantera aussi des fruitières ou des champêtres, mais pourquoi pas des perchoirs à rapaces qui permettent aux rapaces de se poser plus facilement peut-être que certains arbres, ou alors sinon, quels arbres planter de préférence? Merci. Donc on peut vous parler de qu'est-ce qu'on peut planter. Et déjà, un collègue me dit, on plante du végétal local, donc la marque végétale locale. Après, moi je ne serais pas rentré dans le détail de ce qu'il faut planter exactement, mais ensuite, le perchoir ou arbre, en fait,
Un arbre, ça mène sûrement plus de biodiversité qu'un perchoir, qui est juste un perchoir, a priori. Moins qu'on fasse grimper autour quelque chose. Mais dans le travail qui a été fait sur la trame verte et bleue, qui a été présenté au départ, il y a eu tout un tas de préconisations par la LPO suite au diagnostic écologique des fermes, dont la plantation d'arbres, la mise en place de nichoirs, etc. Donc c'était après le regard de l'écologue sur place qui estimait ça. Et puis également, alors peut-être que le perchoir c'est plus rapide, du coup, si on pour avoir un rapace vite en place. Et ensuite c'était selon également le paysan ou la paysanne en place, peut-être des endroits où ils préféraient mettre un perchoir qu'un arbre. Après, un arbre, on peut valoriser, éventuellement, si c'est un arbre fruitier ou même le bois, valoriser le produit. Le perchoir, bon, s'il faut le couper et replanter après. C'est plus délicat. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation. Et je vous recommande la lecture du guide qui est assez rapidement téléchargeable en ligne. Voilà.